Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du LG G5, le nouveau téléphone haut de gamme de LG, modulaire. Alors qu'est-ce que c'est modulaire? En fin de compte ça veut tout simplement dire que l'on peut, quand le téléphone est éteint, parce que oui ça éteint le téléphone, c'est dommage, je pensais pas, parce qu'en fait enfin bon bref, je vais vous montrer ça tout de suite directement à la caméra comme ça, même si c'était pas prévu que je le fasse comme ça, c'est pas grave. En fait vous avez un petit bouton ici, vous appuyez dessus, si j'y arrive. Bon là le téléphone est allumé donc c'est pas une bonne chose de faire ça comme ça, mais on s'en fout. Vous appuyez dessus comme ça et ensuite vous pouvez carrément arracher le bas du téléphone et ça arrache directement la batterie. La première fois ça m'a surpris parce que la batterie vient avec. Étrange, je ne m'attendais pas que modulaire, ça veuille dire, en gros, on peut juste enlever la batterie et mettre un nouveau truc qui contient la batterie à chaque fois, mais qui contient aussi un autre module, je sais pas trop, moi personnellement j'aurais préféré que ça enlève le fond, vous voyez, et puis on peut mettre un module, et puis la batterie, il y a un petit crochet pour pouvoir l'enlever, et qu'il n'y ait pas besoin d'éteindre le téléphone à chaque fois, ou ce genre de truc, ou de l'arracher comme ça et de l'éteindre en vitesse, bon bref, au moins voilà, ça c'est un bon point, on peut changer la batterie, et si le port USB est pété, eh bien ça change avec en fait, parce que ça fait partie du même truc. Le problème c'est que j'ai l'impression que cette espèce de petit système est relativement fragile, parce qu'on voit littéralement à travers le téléphone, alors vous le verrez pas parce que c'est vraiment très fin, mais quand on regarde bien comme ça, là au niveau de la fissure ici, et ici, de chaque côté, eh bien, on voit qu'il y a un espace ici, et le reste, il y a un espace aussi, bien entendu, sur tout le reste, sauf qu'il y a la batterie qui passe en travers, ainsi que les ports, et donc du coup, ça ne se voit pas. En tout cas, voilà, c'est la grosse nouveauté de ce téléphone, c'est le fait qu'il soit modulaire. Et est-ce que c'est vraiment très intéressant? Bon, je sais pas trop. Alors on peut brancher quelques petits trucs sympathiques dessus, comme vous pouvez le voir. Il paraît que ça a fait un flop monumental, aussi bien le téléphone d'ailleurs que les modules. Mais bon, le téléphone lui-même, c'est juste, c'est un téléphone comme un autre. Le concept des modules, en fait, c'est surtout ça, en fait, qu'il faut prendre en considération. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée pour ceux qui en veulent, bien entendu, mais est-ce que, pour une marque qui voudrait se lancer là-dedans, est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que c'est juste une fausse bonne idée? C'est le genre de truc qui fait cool sur le papier, mais en réalité, même si ça paraît sympa et cool et tout ça, personne en veut. Ça, c'est la question que je me pose, mais bon, ça n'a rien à voir avec le téléphone lui-même. Revenons au téléphone. Alors je viens de vous parler de la fragilité qu'il y a avec cette espèce de système modulaire, mais sinon, si on regarde le reste du téléphone, très franchement, il est bien plus professionnellement conçu, on va dire, que le LG G2 ou le LG G3 qui faisait vraiment cheapos pour des hauts de gamme. Ah, si vous voulez un petit avis personnel, franchement, je trouve que le principe du plastique partout et tout ça, surtout que c'était pas un plastique de grande qualité, il avait tendance à fissurer, à craquer, etc. Enfin, c'était vraiment pas digne d'un téléphone ultra cher. Alors, c'est un téléphone haut de gamme, hein, bien entendu, hein, il était sorti à, il me semble, 700 €, un truc comme ça. Maintenant il a bien baissé, même s'il est toujours très cher, hein, c'est toujours placement tarifaire haut de gamme. Alors il est équipé d'un Snapdragon 820, 4 Go de RAM, un écran 1440p, encore une fois je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas déjà, le 1440p sur un écran de moins de 6 pouces, c'est pas particulièrement intéressant, en l'occurrence il pourrait se contenter de 1080p, on ne verrait pas la différence, et même sur un écran de 6 pouces d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, ça commence à avoir vraiment son utilité à partir de 7 pouces, et donc on n'y est pas quoi. Donc ensuite, la configuration est conforme à ce qu'on s'attend d'un haut de gamme, hein, tout simplement. Le Snapdragon 820 est d'ailleurs un excellent processeur, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Donc maintenant, après avoir parlé de certains points qui sont plutôt positifs sur ce téléphone, eh bien on va en venir un petit peu au fond de ma critique, hein, c'est-à-dire les défauts. J'ai l'habitude de commencer par les défauts plus ou moins dans mes vidéos, vous serez prévenus, donc vous savez, j'ai rien contre LG, hein, rien de spécial en tout cas, je sais que personne ne va me croire quand je dis ça, mais c'est pourtant vrai, hein. Le problème c'est juste que à chaque produit que je vous présente de cette marque, eh bien il y a des défauts, mais des défauts qui pour moi sont rédhibitoires. Alors cette fois-ci il s'agit de l'autonomie et de pas mal de petits détails de construction et firmware qui dénotent, une fois n'est pas coutume, que LG néglige légèrement leurs produits en comparaison de la concurrence, car oui, les téléphones ont tendance maintenant à être quasi irréprochables sur le très haut de gamme, et LG, non, ce n'est pas le cas, car en effet, à notre époque, il est difficilement justifiable de sortir un téléphone aussi cher, haut de gamme, avec un SoC, c'est-à-dire un processeur GPU machin, enfin le combi processeur GPU d'un téléphone, qui soit aussi puissant, c'est-à-dire le Snapdragon 820, avec seulement à peine 5 heures d'autonomie allumée dans une journée en standard. Alors quand je dis autonomie allumée, c'est autonomie écran allumé, c'est-à-dire
le temps qu'on utilise réellement le téléphone. Et pour information, c'est même pas forcément une utilisation extrêmement, on va dire, comment dire ça, enfin c'est pas une utilisation abusive du téléphone, c'est pas 5 heures en jeu avec un gros jeu 3D qui pompe et tout ça. Non, c'est juste en répondant à des trucs sur Twitter, sur Facebook, répondre à des SMS et tout ça. Enfin, en gros, une utilisation extrêmement basique d'un téléphone et on n'obtient que 5 heures d'écran allumé. Ce qui est à peine suffisant pour terminer la journée pour pas mal de gens, parce que bien entendu, naviguer sur internet et tout ça, beaucoup de personnes, y compris moi d'ailleurs, se servent énormément de leur téléphone pour pas mal de trucs. Moi je m'en sers notamment de prompteur à l'heure actuelle. Donc oui, il est un petit peu difficile de justifier une autonomie extrêmement faible, surtout avec un téléphone qui donne tellement envie d'être utilisé, quoi. Les performances sont tellement bonnes, il n'y a juste aucun lag, enfin je veux dire, le téléphone est parfait en dehors de ça. Et quand on a un téléphone qui donne autant envie d'être utilisé, c'est juste ridicule d'avoir aussi peu d'autonomie. Il faudrait au moins qu'il y ait 6-7 heures, un truc comme ça. Là, on se retrouve avec une autonomie qui est digne d'un téléphone à 200 €, quoi. C'est extrêmement frustrant, et pour ajouter au côté frustrant, la jauge de batterie est complètement imprécise, elle, avec. C'est-à-dire qu'en gros, on reste à 100% pendant une demi-heure, avant une bonne grosse dégringolade, enfin bon bref, c'est très pro. Pour ce qui est du software, on a quelques détails frustrants, comme le lock screen complètement idiot, qui n'a juste pas été testé, j'ai l'impression, parce que au vu de son comportement complètement absurde, j'ai envie de dire que là, faut juste, pour être passé à côté de ça, faut le faire, quoi. En gros, quand on double-clique sur l'écran, on peut déverrouiller l'écran. Ensuite, on a les notifications. Et ces fameuses notifications, c'est les notifications d'Android 5.0. Si on double-clique sur une notification, ça ouvre le logiciel à qui appartient, enfin l'application à qui appartient cette notification. Et voilà. Sauf que là, en double-cliquant sur la notification, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'écran s'éteint à nouveau. Ce qui est complètement ridicule, parce que ça devrait le faire, logiquement, que sur une partie inactive de l'écran, comme par exemple le haut de l'écran, ou le reste du bas de l'écran, là où il n'y a pas de notification, par exemple. Double-cliquer sur les notifications, et faire en sorte que l'écran s'éteint, alors que c'est le comportement inverse de n'importe quel autre téléphone. C'est vraiment très enfin voilà, c'est bizarre, et c'est complètement incohérent. Alors ensuite, il y a la luminosité automatique qui est assez mauvaise, elle n'est pas ajustable contrairement aux concurrents, y compris Android stock d'ailleurs, c'est pas juste en comparant aux surcouches des autres constructeurs, c'est-à-dire que même un téléphone bas de gamme qui fait même pas l'effort de modifier Android, d'ailleurs je sais même pas forcément si c'est un effort, c'est parfois du sabotage, mais enfin bref, en gros, un téléphone avec Android stock basique, quoi, un truc no-name des fois, même souvent, on peut ajuster la luminosité automatique si on trouve qu'elle est un poil trop forte à son goût, ou un poil trop faible à son goût, ce genre de truc. Là non, on est obligé de mettre en luminosité automatique et de subir, ou de passer en luminosité manuelle, ou d'être en luminosité automatique, cliquer sur la jauge qui permet de pouvoir forcer une luminosité manuelle, sauf que ça le fait que pendant un temps, quoi. En gros, c'est, comment dire, c'est juste ce qu'on appelle un override, c'est-à-dire en gros ça permet de passer outre ce que le truc a mis automatiquement, mais dès qu'on changera de luminosité ambiante, ça va régler le truc n'importe comment à une luminosité qui nous plaît pas forcément. Donc bref, voilà, c'est dommage parce que c'est le genre de défaut auquel on s'attend pas quand on s'amuse à modifier Android. Habituellement, c'est pas pour le modifier en le rendant moins bon, quoi, je sais pas trop. Donc bref, ensuite il y a l'autonomie en veille qui semble être drainée par je ne sais quoi en arrière-plan, et ça c'est la responsabilité du constructeur. Alors je ne sais pas si c'est hardware ou si c'est software, mais j'ai eu beau désactiver tout ce que je pouvais, c'est-à-dire y compris le Always On Display, c'est-à-dire en fait l'écran qui est allumé en permanence, et c'est bien entendu un candidat évident pour un drainage de la batterie quand le téléphone est en veille, mais non, rien, aucun changement, ça change rien à l'autonomie, donc au moins on peut dire que le Always On Display, il est bien optimisé, dans le sens où il consomme pas beaucoup, mais voilà, c'est bizarre, le téléphone, il perd mais 20% en 4 heures écran éteint, alors que j'ai rien comme programme que j'ai installé qui est différent de ce que j'installe d'habitude. Alors le Always On Display, je vais vous en parler un peu plus, il s'agit d'un truc qui permet d'afficher l'heure et les notifications tout le temps à l'écran, un petit peu comme on pourrait voir sur certains téléphones avec un écran AMOLED, comme par exemple un vieux Lumia, je pense que c'était le Lumia 920 qui avait ça, ainsi que le Motorola Moto X seconde génération, j'en parle encore une fois parce que j'ai pas meilleur exemple, mais bon voilà, en gros c'est un truc tout à fait classique. On pouvait même aussi ajouter cette fonction-là sur les Galaxy S quelque chose, par exemple. Enfin, tous les téléphones avec un écran AMOLED, en fait, a priori, on peut s'amuser à ajouter ça à Android. Et le problème, c'est que là, c'est un écran LCD IPS classique. Enfin, classique.
un petit peu différent des LCD IPS qu'on voit d'habitude, mais ça reste la technologie LCD IPS. Et le problème, c'est que, voilà, ça draine de la batterie si la luminosité est trop forte. Et voilà, le truc, c'est que le problème, c'est que c'est quasi invisible. On voit juste rien. Donc, voilà, en gros, le principe, c'est que vaut mieux le désactiver et faire en sorte de se baser sur la LED de notification, qui, elle, est parfaitement visible et aussi disponible sur ce téléphone. Donc, je comprends pas très bien le concept. Et encore une fois, ça aurait très bien fonctionné avec un écran AMOLED, ça a déjà été fait plein de fois, et là, je vois juste pas le concept. Je vois pas le but, je vois pas l'intérêt. Bon, maintenant parlons de points un peu moins négatifs. Tout d'abord, parlons de ce qui n'est pas exclusif à LG, il s'agit du Snapdragon 820. Alors le Snapdragon 820, je peux vous le dire tout de suite, c'est une merveille. Alors ce processeur ne chauffe pas énormément, il consomme pas beaucoup non plus, par rapport à, si on se base sur la chauffe, vu qu'il chauffe pas plus qu'un Snapdragon 801, il ne devrait pas consommer plus, a priori. Alors franchement, les performances monocœur sont juste immense. Ça m'a tellement surpris, j'en ai fait un tweet sur... j'ai envoyé un truc sur Twitter, juste pour montrer le score, parce que c'est incroyable. Le score des 4 cœurs, tous ensemble, d'un Snapdragon 800, est à peu près du même ordre que un seul des 4 cœurs du Snapdragon 820. C'est immense! Et ne vous y trompez pas, c'est pas parce qu'il n'a que 4 cœurs que ça veut dire que, bien entendu, il est moins performant et moins intéressant que d'autres processeurs. Parce que c'est vrai que maintenant on voit beaucoup de processeurs 8 cœurs, des processeurs 10 cœurs, que des trucs complètement inutiles parce que la majorité des programmes n'utilisent qu'un seul cœur en réalité, et quand ils essayent d'utiliser plusieurs cœurs, ils sont rarement capables d'en utiliser plus de 3-4, donc en l'occurrence, avoir plus de 4 cœurs n'est pas forcément intéressant, surtout qu'avoir un seul cœur aussi performant, c'est-à-dire que en fait, il y a encore beaucoup de téléphones aujourd'hui où il faut 3 de leurs cœurs pour faire les performances d'un seul cœur du Snapdragon 820. Donc en gros, faut pas se fier à ça. Au contraire, ça permet d'avoir des bonnes performances qui bénéficient à beaucoup plus de programmes que s'il fallait obligatoirement que le programme soit optimisé pour utiliser tous les cœurs à la fois. Donc voilà, on est en présence de quelque chose de vraiment incroyable. Et ne vous fiez pas non plus à la fréquence qui est plus basse en fait qu'un Snapdragon 801 ou un Snapdragon 805. Ouais, c'est impressionnant, avec une fréquence plus basse, ils ont réussi à avoir un score qui est passé de 1000 à 2300. Donc bref, avec un processeur pareil, la fluidité est à toute épreuve, c'est juste impressionnant, le téléphone ne lag jamais, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon, mais en gros, si vous vous demandiez d'où ça vient la fluidité de ce téléphone, ça vient de la même chose que la fluidité de n'importe quel téléphone qui utilise ce processeur. Donc pour la partie graphique, alors nous avons tout simplement un GPU qui est vraiment impressionnant, c'est pareil que pour le CPU lui-même, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a quelque chose qui fout tout le monde dans le vent, hein. C'est vraiment encore une fois un de ces composants, quoi, le Snapdragon 820, qui va certainement rester sur le marché très 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 longtemps, un peu comme le Snapdragon 800, 801, que l'on trouve encore neuf dans plein de téléphones encore aujourd'hui, alors qu'il me semble qu'il est sorti mi-2014, un truc comme ça, donc avoir une telle longévité pour un processeur dans un milieu qui évolue tant que ça et si vite, c'est-à-dire le milieu des téléphones portables ou tout ce qui est processeur en fait, hein, quoi qu'il arrive, eh bien c'est franchement impressionnant quoi. Eh bien je pense que le Snapdragon 801 ou ses successeurs qui seront très proches du Snapdragon 801, 820, genre 825 ou des trucs de genre, seront des processeurs qu'on verra encore très longtemps. Alors ensuite, l'appareil photo est souvent un très bon point, hein, qui est cité dans la plupart des tests, pour les hauts de gamme LG. Alors, c'est toujours le cas ici, nous avons un appareil photo qui fonctionne tout à fait correctement. Alors si je peux me permettre quand même d'être un petit peu taquin sur un point, c'est que, bon, il y a des hauts de gamme qui sont à peu près au même prix, qui ont quand même un meilleur appareil photo, parce que quand on zoome dedans, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que le LG G5, comme tous les LG, eh bien, là, en fait, où ils essayent de faire en sorte d'être mieux que les autres, c'est pas au niveau du capteur, c'est au niveau du post-traitement, c'est-à-dire le traitement qui est fait après que la photo soit prise, pour essayer de tricher un petit peu sur les contrastes, faire un filtre et tout le bazar, etc. Celui-là de LG, il est un petit peu façon iPhone, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il gomme beaucoup de défauts, ça dénature un peu la photo, mais souvent ça a l'effet placebo de donner l'impression que vraiment la photo est bien meilleure que sur d'autres téléphones. Sauf que si on zoome sur ces photos-là, on se rend compte que la photo est pas forcément plus nette que les autres. Il y a des appareils photo qui font plus net, notamment le Galaxy S6, qui est même pas la génération actuelle. Eh bien, je trouve qu'il fait de bien meilleures photos, surtout dans les conditions de luminosité moyenne ou des trucs comme ça, que ce téléphone-là. Donc, voilà, c'est bien, mais
peut faire mieux à mon avis. Ensuite, on va parler de quelques détails, comme par exemple le capteur d'empreinte et le GPS, qui marchent tous deux, comme on s'attend qu'ils marchent, quoi, tout bêtement, hein. Pas mieux, pas moins bien qu'un autre téléphone, hein, tout simplement. Bon, après, il y a peut-être des capteurs d'empreinte qui marchent mieux que ça, mais personnellement, j'ai jamais utilisé un capteur d'empreinte de haut de gamme, donc je pourrais pas vous dire, surtout que c'est pas du tout mon truc, les capteurs d'empreinte digitale, hein, mais alors vraiment pas du tout. Donc voilà, il y a plein d'autres petites fonctions annexes que j'oublie, mais comme d'habitude, si j'en parle pas, c'est parce qu'il n'y a rien à dire de spécial dessus. Et habituellement, je parle pas du GPS, mais comme j'ai quelqu'un qui dans les commentaires me dit tout le temps qu'il faut que je parle du GPS, que c'est un point important, et qu'à chaque fois je lui répète toujours la même chose, que si j'en parle pas, c'est qu'il n'y a rien à dire dessus, eh bien je le dis cette fois-ci. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, alors la réception 2G, 3G, 4G par contre, est assez moyenne. Alors pareil pour l'accroche, c'est-à-dire qu'en fait ça met très longtemps à accrocher le réseau, surtout la partie internet du réseau. Donc ça peine à venir en fait, c'est ça le truc, c'est que on se déplace d'une antenne à une autre, et habituellement ça accroche plus vite. Bah, pas sur ce téléphone. Donc, on n'est pas du tout face au téléphone, vous savez, qui est le meilleur téléphone pour les campagnards, avec leurs antennes à 10 km de distance, qu'on capte que d'une barre et tout ça, et qu'on est obligé de se débrouiller avec ça. Non, ce téléphone, je vous le déconseille si vous habitez dans une de ces régions, en fait. Pour continuer sur la 4G, revenons à un petit bug de la surcouche, avec le partage en USB qui ne marche juste pas du tout sous Linux. Ça aussi, un problème qui persiste depuis le LG G2 et qui n'a toujours pas été résolu, et ça je trouve ça dommage parce que ça veut dire tout simplement que leur connexion USB pour le partage de réseau, le partage de 4G, enfin le partage de tout ce que vous voulez en fait, elle est pas standard tout simplement, alors que voilà, sur tous les autres téléphones ça fonctionne sans aucun problème. Donc je sais pas ce qui fait ça, j'en ai aucune idée, donc bon voilà. Pour conclure cette courte vidéo sur ce nouveau LG, je peux vous dire que je trouve ça vraiment dommage, parce que mon premier contact, en fin de compte, sur ce téléphone était particulièrement excellent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé que l'écran était beau et réactif. Bon, on peut voir une très légère fuite de lumière sur le haut si on est tatillon, mais vraiment ça vous gênera jamais. Le téléphone tient bien en main, et le design fait massif, mais pas non plus moche. Je trouve pas que, ce téléphone soit particulièrement mal designé, même si c'est vrai, franchement, que un peu à la manière du Zug Z1, il fait très mastoc, quoi. C'est pas le téléphone design et tout ça. Enfin, je préférerais beaucoup d'autres téléphones en termes de design que celui-là. Mais bon, disons que ça, il est pas choquant non plus, quoi. Mais alors vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, en voyant les caractéristiques, c'est-à-dire la batterie 2800 mAh et ce nouveau CPU Qualcomm, je m'attendais à une autonomie aux alentours des 8 heures. C'est-à-dire une autonomie un petit peu en dessous, encore une fois, du Zug Z1 et son vieux processeur qui consomme pas mal. Mais force est de constater que pour un téléphone à plus de 300 €, jamais je n'achèterai un tel téléphone. C'est simple. Je veux dire, un téléphone avec seulement 5 heures d'autonomie, à presque 700 € en prix de lancement, je suis désolé, mais ça n'est pas clairement à la hauteur de mes attentes. Surtout qu'en plus, il existe des hauts de gamme très chers, qui ont eux aussi une autonomie moyenne, mais qui généralement compensent avec quelques petites exclusivités que n'ont pas les autres téléphones, comme notamment un appareil photo vraiment meilleur, ou des petits quelque chose comme ça, enfin voilà, des petits détails sympathiques, un écran AMOLED, des trucs de genre. Mais en dehors du concept modulaire de ce téléphone, un concept d'ailleurs qui ne sera normalement pas exclusif à ce téléphone, eh bien, étant donné qu'il y a plein de projets depuis longtemps pour faire ce genre de truc, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, eh bien, je trouve pas que ce téléphone soit pas un argument pour lui, en fait. Franchement, même à un prix relativement bas, je ne suis pas très certain de vous le recommander. La seule chose qui pourrait le sauver, c'est vraiment un prix vraiment très compétitif, quoi. Après, je vous le dis franchement, hein, c'est totalement vrai. S'il y a une baisse phénoménale de prix, ainsi que des corrections, vous savez, de bugs et tout ça, ainsi que si ça fait partie du firmware le problème, qu'ils arrivent à gagner au moins 1 heure d'autonomie sur la batterie, parce qu'avec une batterie 2800 mAh, c'est quand même honteux d'avoir une autonomie pareille. Je veux dire, même avec des processeurs de tablettes qui consomment beaucoup plus, j'ai déjà vu de meilleures autonomies avec une batterie de ce type-là. Je veux dire, là, on est vraiment dans des niveaux il y a quelque chose qui se passe bizarrement avec cette batterie. Parce que quand je teste l'autonomie, habituellement, je teste l'autonomie, vous voyez, du matin jusqu'au soir, et je regarde du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire en gros sur 14 heures environ d'utilisation, combien j'arrive à faire d'heures écran allumé. Là, ça fait que 5 heures.
Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'on peut faire dans les 7 heures d'autonomie si on prend le téléphone, c'est-à-dire dès le départ quand il vient juste d'être chargé, et qu'on l'utilise non-stop jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé. Ce qui veut dire qu'on perd 2 heures d'autonomie dans la veille, dans une seule journée. J'ai jamais vu un téléphone perdre autant d'autonomie dans une journée en veille. C'est beaucoup trop. Habituellement, on perd dans les 1 heure grand maximum sur un téléphone qui a une batterie 2000 mAh. Là, on est sur presque 3000 mAh. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, ça, si c'est corrigé en software, on pourrait avoir au moins, dans mon test habituel, 6 heures d'autonomie écran allumé, ce qui devient un peu moins horrible, et si ils arrivent vraiment à faire des efforts là-dessus, peut-être 6h30, et là, franchement, ça serait pas mal, 6h30, 7h, on commence à obtenir ce qui me paraît correct. Mais ce n'est pas le cas, donc encore une fois, voilà, on se retrouve avec un téléphone avec une autonomie vraiment mauvaise pour un haut de gamme, qui, comme je le disais, n'est pas non plus fait d'une construction qui est, même si c'est vraiment meilleur que ce que j'ai vu chez LG habituellement, n'est pas non plus fait d'une construction incroyable. L'écran est très souple d'ailleurs, quand on appuie légèrement dessus, ça fait une déformation. Comme d'habitude, hein, c'est le cas depuis le LG G2, encore une fois. Hein. Donc bref, c'est pas un téléphone phénoménal, c'est pas non plus une catastrophe. Franchement, depuis le LG G2, je pense que c'est leur meilleur. Le LG G3, il y avait la version 2 Go de RAM qui était juste horrible, la version 3 Go de RAM qui était voilà, bon, sympa, le LG G4, personnellement, je trouve que tout ce qui est à base de 810 et de 808, ce sont pas de bons téléphones, même si ce sont pas de mauvais téléphones, je veux dire, ça a tendance à plomber quand même. Je veux dire, moi j'étais adepte de rester sur du 801 en fait, et ça ne m'a jamais posé de problème. Le 801 est encore un processeur aujourd'hui, mais top notch, quoi, excellent. Donc voilà, c'est dommage enfin voilà. Donc bref, et le G5, comme je le disais, là il a un super processeur à nouveau, comme le LG G2, et il a l'air d'ailleurs mieux refroidi que sur le LG G2, parce que le LG G2, il y avait un problème, c'est que il y avait un très bon processeur, mais le LG G2, comme le Xiaomi Mi 3, avait ce problème que le processeur devenait asthmatique dès les premières chaleurs de l'été, quoi. Alors que celui-là a l'air d'être relativement bien refroidi, un peu comme on pourrait avoir un refroidissement correct du style Xperia Z3, Xperia Z1, Z2, enfin ce genre de truc. En gros, LG a rattrapé son retard sur ce point-là, c'est-à-dire le fait que le processeur ne soit pas en gros étouffé par plein de trucs comme ça qui se mettent dessus. Donc bref, voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter dans cette vidéo, hein. A priori j'ai fait le tour. Voilà, c'est pas un téléphone génial, c'est pas un mauvais téléphone non plus, mais très franchement, si vous voulez prendre un bon téléphone dans ces prix-là, vous trouverez beaucoup mieux dans les téléphones des autres marques, même si vous prenez dans les générations précédentes, c'est-à-dire que un Samsung Galaxy S6, a priori, devrait faire tout aussi bien. Bon, il y a bien entendu quelques détails qui vont peut-être vous faire préférer un téléphone différent que le Galaxy S6, comme par exemple la carte SD, ce genre de truc. Mais voilà, voilà, tout simplement. Donc, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire dans cette vidéo, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!